Très bien, merci bien, monsieur le rapporteur. Monsieur le député. Merci, Rapporteur. Madame la Présidente. Donc effectivement, à partir de la notion de représentativité dont mon collègue Adrien Clouet a montré toute la complexité à l'instant, il était nécessaire de fixer un cadre permettant de déterminer quelles organisations pouvaient ou non y prétendre. Depuis les lois de 2014 et de 2016, mises en œuvre pour la première fois à l'occasion de la mesure d'audience de 2017, les organisations patronales représentatives doivent remplir un certain nombre de critères liés à leur nature et aux entreprises qui y adhèrent, mettant ainsi fin au principe de la présomption de représentativité. D'une part, comme les syndicats de salariés, les organisations patronales doivent désormais démontrer un certain nombre de caractéristiques, le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière ou encore l'ancienneté minimale de 2 ans d'influence. Elles doivent également, au niveau des branches, justifier d'une implantation territoriale équilibrée et au niveau national et interprofessionnel, être présentes dans les secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. D'autre part, les organisations patronales sont considérées comme représentatives en fonction d'un critère d'audience satisfait lorsque l'organisation soit comprend au moins 8% des entreprises adhérant à des organisations patronales au niveau de la branche, soit comprend au moins 8% des salariés de ces mêmes entreprises. Ce double critère, issu du compromis, j'insiste sur ce terme, trouvé en 2016 entre le MEDEF, la CPME et l'UDP, vise à représenter les organisations patronales dans leur diversité. Le critère du nombre d'entreprises favorise ainsi les organisations comprenant majoritairement des TPE, PME, tandis que le critère du nombre de salariés favorise celles qui représentent notamment des grands groupes. Aujourd'hui, et c'est un des enseignements de notre mission, la mise en œuvre du cadre actuel ne fait pas consensus et c'est le moins que l'on puisse dire. De nombreux acteurs ont souligné l'importance de la publicité et de la fiabilité des chiffres issus de la mesure d'audience. Cependant, force est de constater que le contrôle par un commissaire aux comptes faisant office de tiers de confiance pour certifier la mesure n'écarte néanmoins pas les critiques. En effet, les règles mises en œuvre par les organisations et les types de contrôles effectués par les commissaires aux comptes ne sont pas uniformes et la lisibilité des résultats est amoindrie par le phénomène déjà évoqué par mon collègue des multi-adhésions. Pourtant, l'enjeu est de taille puisque l'accès à la représentativité patronale emporte, vous le savez, des conséquences significatives. La première, d'ordre symbolique mais qui n'est pas sans importance, est de donner aux organisations représentatives, particulièrement au niveau national, une crédibilité qui contribue à la diffusion de leur discours sur la scène publique. Les organisations patronales représentatives sont également en capacité de négocier la norme sociale et d'approuver son application. Au niveau de la branche ou au niveau national et interprofessionnel, elles sont aussi les seules à pouvoir signer conventions et accords collectifs avec les organisations syndicales qui déterminent le droit applicable aux salariés de leurs entreprises adhérentes. Le ministre du Travail est le plus souvent amené à étendre ses droits par la procédure d'extension de la convention ou de l'accord à l'ensemble des salariés concernés. Les organisations patronales représentatives peuvent alors s'opposer à l'extension d'une convention ou d'un accord dans leur branche. Néanmoins, le droit d'opposition n'est ouvert qu'aux seules organisations représentant 50% des salariés des entreprises adhérentes et constitue l'un des principaux points de difficulté identifiés par notre mission. L'UDP, notamment, ainsi que des organisations représentatives de branches, comme la CAPEB, souhaitent en effet revoir ce mécanisme. Elles considèrent qu'elle représente, dans certaines branches, par exemple celle du bâtiment ou celle des opticiens, une majorité d'entreprises, même si celle-ci n'emploie qu'une minorité de salariés. Cependant, la procédure d'extension vise à appliquer à l'ensemble des salariés d'une branche la même norme. Son effet s'apprécie donc au regard du nombre de salariés auxquels la convention ou l'accord a vocation à s'appliquer et non au regard du nombre d'entreprises couvertes. Ceci explique que le droit d'opposition soit réservé aux organisations représentant une majorité de salariés, quel que soit le nombre d'entreprises adhérentes. Au demeurant, il n'apparaît pas certain, au contraire, que la multiplication des droits d'opposition permette d'améliorer les difficultés que connaissent quelques rares branches en matière de dialogue social, là où, il faut le rappeler, la majorité d'entre elles, quand même, ne connaissent pas de difficultés.
En troisième lieu, les organisations représentatives désignent des mandataires au sein d'institutions et d'organismes paritaires. Sauf accord prévoyant une règle différente, la répartition des sièges se fait en prenant en compte à hauteur de 70% le nombre de salariés et de 30% le nombre d'entreprises adhérentes. Les auditions que nous avons menées ont établi que certaines organisations n'étaient pas toujours en capacité de fournir les mandataires pour occuper les sièges qui leur ont pourtant été attribués, en contradiction, il faut bien le dire, avec la volonté de faire évoluer ces règles dans un futur proche. En dernier lieu, une part du fonds pour le financement du dialogue social est attribuée sur une base prenant en compte à hauteur de 50% le nombre de salariés et de 50% le nombre d'entreprises adhérentes aux organisations représentatives. Il ne semble pas que le bénéfice de ce fonds constitue un enjeu particulier pour celle-ci dès lors qu'elle dispose de sources de financement propres déjà importantes. Avant de laisser la parole à mon collègue pour qu'il présente ses conclusions, je tiens à présenter d'un mot la situation du champ national et multiprofessionnel qui existe aux côtés du champ interprofessionnel. Les organisations qui en sont représentatives relèvent de secteurs particuliers. Il s'agit de l'agriculture avec la FNSEA, de l'économie sociale et solidaire avec l'UDES et du spectacle vivant avec la FESAC. Ces organisations n'ont pas vocation à négocier la norme sociale, mais elles sont consultées afin que soit adapté au mieux le droit du travail aux spécificités de leur secteur. Les critères actuels qui conditionnent la représentativité à la présence des organisations dans au moins 10 conventions collectives s'accommodent mal du mouvement souhaitable de restructuration des branches et nécessitera donc une réflexion sur l'avenir du champ multiprofessionnel. Merci beaucoup. Alors effectivement, comme tu viens de le dire à l'instant, on a un diagnostic qui est assez largement partagé. C'est peut-être un peu moins le cas de certaines propositions, de certains débouchés qu'on voudrait soumettre à votre sagacité, même si en préambule, nous nous accordons, c'est important de le dire, pour reconnaître la difficulté à faire évoluer les règles de mesure de la représentativité alors qu'un nouveau cycle démarre et même que la comptabilité a pu d'ores et déjà s'ouvrir. La quasi-totalité des acteurs auditionnés nous ont alertés sur le caractère inopportun en termes de calendrier, de temporalité, de tout changement, et nous sommes pleinement conscients des difficultés que celui-ci pourrait engendrer. Ceci étant dit, je pense que ça ne peut pas nous exonérer d'une réflexion un peu plus vaste sur l'évolution des règles de mesure de la représentativité patronale. Nous savons que la loi de 2016 répondait à un objectif qui avait pour lui la clarté, à défaut de le partager, pérenniser le poids respectif des 3 organisations interprofessionnelles, maintenir la position des sortants assez clairement en édictant des critères de représentativité qui leur soient favorables et ne bousculent pas l'ordre tel qu'il préexistait. La première mesure d'audience en 2017 y a d'ailleurs parfaitement répondu, puisque le MEDEF a gardé sa prédominance et que seul l'UDP aura gagné un petit peu à la marge quelques points supplémentaires. Ainsi, sous couvert de représentativité, on a massivement fait œuvre de conservatisme en évinçant la vaste majorité des patrons qui ne sont pas aujourd'hui représentés. Dans ce contexte, de simples modifications des critères de représentativité ne me paraissent pas pouvoir résoudre les difficultés majeures exposées ci-avant. Comment intégrer, par exemple, les auto-entrepreneurs qui représentent une fraction du patronat injustement exclue de la mesure de l'audience? Comment vérifier que l'adhésion traduit bien un lien d'appartenance à l'organisation tel que voulu par l'employeur? Comment s'assurer que chaque organisation dispose de suffisamment de mandataires pour pouvoir effectivement occuper les mandats auxquels elle prétend? Certes, je préconise que la Direction générale du travail édicte un arrêté de méthode au moins 8 mois avant la mesure d'audience pour harmoniser la récolte et les pratiques des vérifications de commissaires aux comptes, mais seule une remise en cause complète et radicale au sens d'aller à la racine du système actuel peut permettre de répondre à ces différentes interrogations sur le fond. A minima, l'acte d'adhésion me paraît devoir être davantage réglementé, avec une cotisation qui soit personnelle, plutôt que de faire payer l'adhésion sur les fonds de l'entreprise, donc par le travail des salariés. Laquelle adhésion préciserait les appartenances en cascade de la fédération à une autre fédération et ainsi de suite, garantissant le consentement éclairé des patrons à leur adhésion. Je pense surtout que nous pourrions envisager de mesurer la représentativité patronale par une élection démocratique, selon des modalités qui peuvent se discuter et se définir, soit un patron, une voix, soit différents collèges, comme on l'a pu connaître en France, suivant les caractéristiques économiques, notamment en matière d'emploi, des entreprises. Pour rappel, la loi prévoyait de 1947 à 1967, puis de 1983 à 1996, une élection patronale qui déterminait la répartition des 25% de sièges à la sécurité sociale qui leur étaient attribués. Je ne suis pas sans savoir que cette proposition a été écartée par plusieurs acteurs concernés au motif qu'une faible participation,
déjà constaté aux élections consulaires, qui est aujourd'hui la modalité d'élection directe qui existe encore dans le monde des employeurs et dans le monde patronal. Bref, au prétexte qu'une faible participation affaiblirait le processus. Je reste toutefois convaincu qu'elle légitimerait davantage que le système actuel les représentantes et représentants du patronat. Et je pense par ailleurs qu'une faible participation électorale vaut mieux qu'une éviction totale de la plupart des patrons qui ne sont pas représentés par les 3 organisations dominantes. Pour le dire autrement, je préfère les 32% de participation constatée en 1983 aux élections patronales que la présomption de représentation pour les 12% seulement de patrons qui adhèrent à une organisation aujourd'hui. Merci. Alors, à la suite de mon collègue, je souhaite maintenant vous faire part de mes constats, qui rejoignent en certains points d'ailleurs ceux qu'il a énoncés. Nous nous retrouvons en effet sur la nécessité de préserver les équilibres actuels à la veille de la prochaine mesure d'audience. Les organisations entendues ne souhaitent pas d'une réforme précipitée qui engendrerait inévitablement de nombreuses difficultés à court terme. Par ailleurs, si je ne suis pas favorable à un bouleversement complet des règles, comme vient de l'expliquer Adrien, il ne m'apparaît pas non plus nécessaire, dans l'état actuel des choses, de modifier fondamentalement des critères au bénéfice de certains et au détriment des autres, alors même que ces règles résultent à l'origine d'un accord entre organisations patronales. Afin d'améliorer la situation actuelle, j'appelle néanmoins de mes vœux un dialogue renforcé à plusieurs niveaux. D'abord avec la Direction générale du travail, pour que la mesure d'audience reflète au maximum la réalité du monde patronal. Il me semble nécessaire d'améliorer à ce titre la transparence, comme vient de le rappeler Adrien Clouet, du processus d'adhésion, afin que les entreprises soient informées des différentes organisations à qui elles font bénéficier leur voix. Ensuite, au sein des branches, pour assurer une meilleure coopération des organisations patronales et trouver des solutions aux rares situations de blocage qui peuvent se rencontrer. Enfin, je ne crois pas que la situation complexe que nous achevons de vous exposer puisse trouver une solution simple dans la modification de tel ou tel critère. Les organisations patronales doivent prendre leurs responsabilités en trouvant un terrain d'entente concernant les difficultés soulevées avant que nous, législateurs, puissions nous emparer de ce sujet. Je vous remercie. Merci bien, messieurs. Donc, nous allons passer tout de suite aux orateurs de groupe et nous commençons avec Nicole Dubré-Chirat pour le groupe Renaissance. Je vous donne le micro, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, au nom du groupe Renaissance, je vous remercie pour votre travail au sujet de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs. Cette demande des organismes